Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir donc pour ce webinaire consacré à la PNL, à la découverte de la PNL. La PNL, vous le savez sans doute, est une discipline qui progresse dans le monde entier et qui intéresse beaucoup de gens. Alors ce webinaire, si vous n'avez pas la possibilité de le regarder en entier, sachez que vous pouvez le retrouver demain dans votre boîte mail. Je vais vous envoyer un lien. Pour ceux qui ne se sont pas inscrits et qui souhaitent malgré tout entendre cette conférence, eh bien, vous pourrez la retrouver d'ici une petite semaine sur notre chaîne YouTube. Voilà, alors je vais vous parler de la PNL au travers de 4 grands piliers. Le premier pilier, c'est la communication, donc la relation humaine. Et vous savez à quel point la relation humaine est importante, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Et j'ai coutume de dire en fait que nos plus grandes joies viennent de la relation humaine. Et que nos plus grandes tristesses, nos plus grandes difficultés viennent aussi de la relation humaine. Le deuxième volet vraiment très important de la PNL, c'est le changement. Alors nous changeons évidemment depuis notre naissance, vous le savez bien, et j'ai envie de dire jusqu'aux derniers instants de notre vie. Nous changeons tout le temps. Si vous avez un petit doute, je vous invite à regarder quelques photos de votre album qui date de 2, 3 ou 4 ans. Et alors pour revenir à des choses plus sérieuses, le changement n'a jamais été aussi important dans la société qu'aujourd'hui. Je crois même que depuis que l'humanité existe, jamais un changement n'a été aussi rapide et aussi profond, et ça n'est qu'un début. Et donc, nous devons nous préparer à des changements importants dans nos vies. Et je dis bien nous préparer pour ne pas être pris au dépourvu. Quand j'étais enfant, on disait un homme averti en vaut deux. Enfin, un homme ou une femme avertie en vaut deux. Le troisième point qui est vraiment très important également, ce sont les émotions. Alors, évidemment, je vais vous parler d'émotions positives, comme la joie, le bonheur, le plaisir, etc. Mais je vais vous parler aussi d'émotions plus difficiles, comme la peur, le trac et le stress. Le stress, c'est vraiment quelque chose qui est catastrophique pour l'être humain. Alors, si vous avez 25 ans, 30 ans, 35 ans, peut-être pouvez-vous accepter un peu plus de stress que certaines autres personnes, mais vous verrez avec le temps, malheureusement, le stress fait des dégâts importants, catastrophiques au niveau des différents tissus de l'organisme, au niveau du cœur, au niveau du cerveau, au niveau également du microbiote, au niveau du système immunitaire. Donc, il faut vraiment avoir une politique, je dirais, anti-stress, pour vivre heureux et en bonne santé le plus longtemps possible et ne pas se retrouver à un certain âge avec de grandes difficultés. Et puis le quatrième point sur lequel je voudrais insister, qui est un point vraiment très important, c'est le développement de soi. Il y a très longtemps, pour se protéger des armées ennemies, les gens fabriquaient des châteaux forts avec des murailles, et on a cessé de construire des châteaux forts le jour où on a inventé les boulets en métal, et donc qui cassaient les murailles. Eh bien, aujourd'hui, on est dans la même situation, c'est-à-dire que si vous fortifiez de l'extérieur, eh bien, vous n'arriverez pas à résister, en fait, à toutes les agressions de la vie quotidienne. Je vous ai parlé du stress qui fait vraiment partie de notre quotidien aujourd'hui. Alors, se fortifier de l'intérieur, on en parlera, c'est augmenter son estime de soi, sa confiance en soi, être de plus en plus à l'aise avec les autres. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et je vous en parlerai. Ça aura des incidences extrêmement pratiques, extrêmement concrètes. D'abord sur le stress dont j'ai parlé, puisqu'évidemment le stress il est multifactoriel. Vous dormirez mieux, etc. Vous profiterez mieux de la vie. Enfin bon, le développement de soi, c'est vraiment très important. Il vaut mieux se fortifier de l'intérieur que de se couper du monde. Voilà le programme. Il est copieux et donc je vais aller vite pour que vous puissiez avoir tout dans ce webinaire. Mais j'aimerais dans un premier temps, évidemment,
Pardon, excusez-moi. Je voudrais dans un premier temps me présenter pour que vous sachiez qui je suis, dire quelques mots seulement sur mes centres de formation. Et puis ensuite, donc, on va parler de tous les sujets que je viens d'évoquer. Donc, je suis le docteur Robert Larsonneur, je suis enseignant en PNL, mais je suis aussi enseignant en hypnose. Et je dois dire que j'enseignais l'hypnose depuis bien plus longtemps que la PNL. J'ai découvert la PNL tout à fait par hasard en allant acheter un livre d'hypnose. Et juste à côté, il y avait d'autres livres parce que hypnose et PNL se côtoient souvent. Et dans la dernière page de couverture, j'ai lu que la PNL avait été très influencée par un monsieur qui s'appelle Milton Erickson. Alors là, j'ai été stupéfait puisque j'enseignais l'hypnose ericksonienne et je ne savais pas que la PNL existait. Alors, je me suis inscrit à une formation. Le premier jour de ma formation, j'ai décidé qu'un jour, je serais enseignant en PNL. Je n'ai rien dit parce qu'évidemment, ça aurait pu paraître un peu présomptueux. Et puis, le dernier jour de la formation PNL, eh bien, j'ai décidé, et là aussi, je n'ai rien dit, qu'un jour, j'aurai mon propre centre de formation. Voilà comment a démarré la PNL. Alors, moi, je suis à la base un scientifique. Aujourd'hui, je ne fais plus de recherche, mais je suis un enseignant, je suis un praticien et plus que tout un praticien. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'aider les gens à trouver leur propre chemin. Voilà, c'est ça qui est important, c'est de ne pas leur dire voilà le chemin qui est bien pour toi, mais qu'ils trouvent eux-mêmes leur propre chemin et on a de beaux outils pour cela. Voilà ce que j'avais envie de vous dire juste en quelques mots. Alors, France PNL, ça a été le premier centre de formation que j'ai créé, puisque France Hypnose Formation est venu après. Et je dois vous avouer que je n'avais pas beaucoup d'ambition. C'était pas mon but de créer un centre de formation important à la PNL. Je voulais simplement me faire plaisir en créant un petit centre de formation avec quelques formations techniciens, praticiens, maîtres praticiens, et puis coach. Et puis voilà, mon plaisir, c'était de transmettre ce que j'avais pu apprendre ici ou là, d'échanger, de rencontrer des gens. Donc, j'avais envie d'une petite structure sympathique, agréable. Maintenant, on a une structure beaucoup plus importante, mais elle est toujours sympathique et agréable. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire également sur le centre, c'est que nous proposons beaucoup d'autres formations que les formations PNL, puisque j'enseigne également les neurosciences. Je suis vraiment passionné par le cerveau. J'ai un CES de cytologie, c'est l'étude des cellules, et un CES d'histologie, c'est l'étude des tissus. Et parmi toutes les cellules du corps humain, il y en a une qui m'intéresse plus que les autres, c'est le neurone. Et parmi tous les tissus du corps humain, il y en a un qui m'intéresse plus que les autres, c'est notre cerveau qui est juste extraordinaire. J'enseigne également la psychopathologie et puis je forme de nombreux coachs. Alors, pour le coaching, il y aurait beaucoup à dire, donc je ne vais pas aller trop loin dans ce domaine, mais nous formons des coachs de vie, nous formons des coachs de santé, parce que je suis très, très intéressé par le microbiote, l'épigénétique, et puis évidemment la plasticité cérébrale et plein d'autres choses, et d'autres organes comme l'immunologie, etc., et accompagner des personnes, non pas pour remplacer un médecin, il ne s'agit pas de ça, pour les gens qui se forment à la formation de coach de santé, mais aider les gens tout simplement par des conseils avisés, puis aussi de la motivation et autres, à aller vers une meilleure santé et un meilleur bien-être. Voilà. Je forme également, parce que je m'intéresse beaucoup au stress, je vous ai dit à quel point le stress était néfaste et à quel point il était catastrophique. Je donne des cours de gestion du stress et je forme également des formateurs en gestion du stress. Et là, je dois dire que c'est, à mon sens, malheureusement, un grand avenir pour cette profession parce que les gens vont subir des stress vraiment très élevés. Il suffit de voir à quel point
le nombre de gens à quel point le nombre de gens qui prennent des antidépresseurs, par exemple, sont nombreux, et à quel point il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir ou qui ont un sommeil de mauvaise qualité à cause du stress. Voilà, donc j'essaie d'apporter ma contribution à ça et surtout à démultiplier mes compétences en formant des formateurs. Voilà, tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et maintenant, je vais vous parler de PNL. Et je vais commencer, comme je vous l'ai dit, par la relation humaine. Alors, c'est tout à fait logique, puisque la relation humaine, elle est au cœur de notre vie. Si vous vous entendez bien avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues de travail, tout va bien. Voilà. Mais malheureusement, c'est pas toujours aussi simple que ce que je suis en train de dire. Alors, la relation humaine, eh bien, ça se travaille. En fait, il y a des choses à faire, il y a des choses à faire pour avoir une bonne relation, et il y a des choses à ne pas faire pour justement avoir de mauvaises relations. Alors, par exemple, pour créer une bonne relation, il faut créer une relation, je dirais, de respect, de sécurité et de confiance. Si vous sentez avec quelqu'un en confiance, si vous vous sentez respecté, et si vous êtes respectueux, si vous vous sentez en sécurité avec lui. Alors, quand je parle de sécurité, rassurez-vous, je ne parle pas de sécurité physique, parce que alors là, si c'est la sécurité physique, ça n'est plus mon domaine. Je parle de sécurité psychologique, émotionnelle, c'est-à-dire lorsque vous êtes avec des personnes qui vous jugent en permanence, avec qui vous n'osez pas parler parce que vous savez que vos propos seront mal interprétés, déplacés, etc. Là, c'est de l'insécurité émotionnelle, donc il y a des choses à faire. Donc, cette relation de confiance, de respect et puis de sécurité. Alors, en ce qui concerne cette relation, vous devez l'établir au niveau de l'inconscient et pas au niveau du conscient. Alors, pour l'établir au niveau de l'inconscient, ça doit venir de l'intérieur. Voilà. Alors, les mots sont importants, évidemment, les mots que nous donnons, mais pas seulement les mots que nous donnons, c'est aussi tous les mots qui peuvent être positifs ou négatifs. Par exemple, si vous dites à quelqu'un n'aie pas peur, je ne serai pas en retard, eh bien, du coup, vous envoyez deux mots négatifs, peur et retard. Alors, c'est pas parce que vous dites ça que c'est une catastrophe pour le cerveau de la personne qui est en face de vous, mais c'est quand même gênant. Vous aurez tout intérêt à dire quelque chose du genre « sois tranquille, je serai à l'heure », voilà, plutôt que n'aie pas peur, je ne serai pas en retard. Voilà. Lorsque vous allez dans un restaurant et que vous demandez au serveur « est-ce que pardon, je pourrais prendre cette table » et qu'il vous répond pas de problème, allez-y, plutôt que pas de problème, il ferait mieux de dire tout simplement avec plaisir, je vous en prie. Voilà, donc il y a le choix des mots, mais le choix des mots, c'est pas suffisant. Il y a aussi la façon de prononcer les mots. Vous savez bien qu'il y a 1000 façons différentes de dire je t'aime. Pas seulement, alors c'est le même mot, mais c'est des façons différentes de le dire. Et là, vous pouvez être certain que l'inconscient de la personne qui est en face de vous, eh bien, ce « je t'aime » que vous dites, elle va pouvoir l'interpréter de différentes manières en fonction de la manière dont vous prononcez les mots. Et puis aussi dans la manière dont votre visage se présente. Si vous souriez et si vos yeux pétillent, eh bien, à ce moment-là, elle va sentir que c'est vraiment de l'amour. S'il n'y a ni les yeux qui pétillent, ni le sourire et que le visage est fermé, évidemment, on est à côté du sujet. Voilà. Encore une fois, la communication, la relation, ça se passe au niveau de l'inconscient, ça ne se passe pas au niveau du conscient. C'est pour ça que ça n'est pas si simple. Et donc, du coup, pour apprendre à créer de bonnes relations avec les autres, dans le centre, nous allons faire beaucoup d'exercices. Et nous ferons ces exercices par groupe de 3. Il y a une personne qui va parler, ça va être la personne qu'on va appeler A, et puis une personne qui va écouter et créer la relation, on va dire que ça va être B, puis une personne qui va observer et faire un compte-rendu dont vous travaillez en permanence sous supervision en quelque sorte, et elle vous fera un retour sur la manière dont vous avez communiqué. Elle vous dira évidemment tout ce que vous avez fait de bien, et puis elle va vous dire voilà, peut-être que tu peux améliorer ceci en faisant cela. Enfin, ce sont des suggestions et des hypothèses qu'elle formule, et donc on avance beaucoup dans ce domaine. Donc les exercices sont vraiment vraiment importants. On ne peut pas apprendre à communiquer en lisant un livre. On ne peut pas non plus apprendre à être heureux
en lisant un livre, sinon ça se saurait. Les livres de développement de soi, c'est peut-être les livres les plus vendus, hein, comment se faire des amis en 10 étapes, comment faire ceci, comment faire cela, puis on voit bien que malheureusement, ils n'aboutissent pas, quoi, en fait, hein. Donc c'est de l'information, c'est pas de la formation. La formation, on fait. Avant de faire, évidemment, je fais un exposé sur le sujet qui est beaucoup plus long que celui que je suis en train de vous faire tout de suite, et puis après avoir fait l'exposé, eh bien, je vais faire une démonstration. Et lorsque j'aurai fait cette démonstration, les stagiaires partiront en exercice. Donc voilà, ça, c'est pour la relation. Je vais un petit peu vite, mais c'est le sujet le contexte, qui est dû à cela. Alors, la deuxième chose que l'on va apprendre, c'est écouter. Alors, vous allez me dire, écouter, je n'ai pas besoin de faire de formation pour écouter. Pas si sûr, hein, parce que très, très souvent, on croit écouter, mais très souvent, pendant qu'on écoute, on écoute partiellement parce qu'on prépare ce que l'on va dire lorsque l'autre aura fini de parler. Sous réserve d'ailleurs qu'on attende qu'il ait fini de parler, parce que des fois on est tellement impatient qu'on va lui couper la parole pour dire ce que l'on a à dire. Donc l'écoute, vraiment, ça s'apprend. Il y a une vraie technique d'écoute. Il y a aussi une technique pour apprendre à dire avec élégance ce que l'on a à dire, sans couper la parole aux gens. Bon, tout ça, ça se fait avec la communication non verbale. On apprend tout ça, une bonne écoute. On apprend aussi, toujours dans la communication, à bien observer les gens. Parce que vous savez, lorsque vous parlez avec quelqu'un, il vous envoie des signaux, hein, des froncements de sourcils, des sourires, etc. Et donc, on apprend à repérer tous ces signaux qu'on appelle, nous, des indicateurs externes pour en faire quelque chose. Évidemment, lorsqu'on voit un indicateur externe, on peut se tromper, hein. Par exemple, un froncement de sourcil, ça peut être je suis pas d'accord, mais ça peut être aussi tiens, ça c'est intéressant, voilà. Ou alors j'avais pas vu les choses comme ça. Vous voyez, ça peut. Alors c'est pareil pour quand les yeux qui deviennent un petit peu plus grands, voilà, c'est parce que il se passe quelque chose dans le cerveau de la personne. Et à ce moment-là, on va lui poser une question. On va pas lui dire tiens, tu fronces les sourcils, ou bien tu ouvres grand les yeux, qu'est-ce que ça veut dire? Non, on va simplement lui demander ça va, tout se passe bien, est-ce que tu aurais une remarque à faire, etc. Vous voyez, on va lui poser une question un petit peu détournée pour comprendre pourquoi il fronce les sourcils, parce que des fois il fronce les sourcils pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la conversation, parce qu'il vient par exemple de s'apercevoir qu'il a oublié de fermer le robinet de sa baignoire, donc ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il faut poser la question. Alors, on va apprendre également, toujours dans la communication, la synchronisation. Alors, la synchronisation, c'est un outil merveilleux puisque elle est à l'origine, en fait, de l'humanité. C'est-à-dire que les êtres humains, il y a 2 millions d'années, se sont aperçus à quel point ils étaient fragiles par rapport aux autres animaux environnants, mais aussi par rapport aux autres groupes humains. Et ils avaient besoin de se protéger. Et pour se protéger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont réunis en clans, en tribus, plus tard en États, et puis maintenant en continent, État-continent. Voilà. Et pour fédérer tout ça, eh bien, ils se sont synchronisés les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'ils se sont synchronisés sur des valeurs, sur une culture, ils se sont synchronisés sur le langage. Donc, évidemment, quand on est, je sais pas, en Chine et qu'on entend quelqu'un qui parle français, on se retourne puis on dit un petit bonjour. Voilà, ça veut dire qu'on appartient au même club, quoi. C'est les gens qui parlent français. On se synchronise également sur la tenue vestimentaire, hein. Imaginez que vous êtes invité quelque part et que vous avez cru que l'invitation, c'était costume avec une cravate ou un nœud papillon, puis vous arrivez, puis tout le monde est en tenue décontractée. Vous vous sentez pas bien, quoi, en fait, parce que vous êtes désynchronisé. Donc la tenue vestimentaire, toute la gestuelle aussi, ça a à voir avec la synchronisation. La synchronisation, c'est un formidable outil pour créer une bonne relation, la maintenir. Il y a des personnes qui se désynchronisent sans le savoir et qui, du coup, ils ne savent pas pourquoi, mais ils n'arrivent pas à créer du lien. Voilà. Et je connais des gens qui, venant dans le centre de formation, m'ont dit « je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beau faire des efforts, je n'y arrive pas ». Et moi, j'ai tout de suite vu poser le diagnostic, la personne se désynchroniser en permanence des autres, hein. Alors, comme tout ça, ça se situe au niveau de l'inconscient, très souvent, on va dire des choses du genre « je ne sais pas pourquoi, mais il m'a l'air sympathique ». Voilà, parce que c'est au niveau de l'inconscient. Ou alors « je ne sais pas pourquoi, mais… » ça passe mal entre lui et moi.
voilà, eh bien, là aussi, c'est au niveau de l'inconscient. Donc, le conscient ne sait pas ce qui se passe, mais l'inconscient, il sait très bien. Donc, tout ça, la relation, l'écoute, l'observation, la synchronisation, tout ça, c'est ce que nous appelons, nous, les bases de la communication, et c'est vu tout simplement pendant les 2 premiers jours de la formation de technicien, parce que c'est fondamental. Alors, si par exemple, un jour, vous décidez de faire une formation de technicien en PNL, technicien certifié, et que vous me dites, je ne peux pas venir le jour 3, ou je ne peux pas venir le jour 4, c'est pas grave. Vous venez quand même au début, et puis vous rattraperez le jour 3 et le jour 4 dans une autre formation. On en fait tellement que vous trouverez facilement une date qui vous convient. Mais par contre, si vous me dites, je ne peux pas venir au jour 1 et au jour 2, à ce moment-là, ça va être délicat, surtout le jour 2, parce que c'est là qu'on va apprendre toutes ces techniques, toutes ces bases de la communication. Alors, la communication, ce ne sont pas seulement les bases, ce sont aussi des modèles de communication. Vous en avez 3, pour faire simple. Il y en a plusieurs, mais je ne vous parlerai que de 3. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Mais par exemple, le métamodèle, qui est un modèle de précision du langage. Le Milton modèle, qui est volontairement flou. Voilà. Et plus c'est flou, et plus les gens, ils adhèrent en fait à ce que vous dites, parce qu'ils se mettent leur propre représentation sur les mots, sur vos propres mots. Voilà. Et puis, un autre modèle que je trouve extraordinaire, qu'on appelle le modèle de perception, les positions de perception, modèle perceptuel. Et ce modèle, on va l'utiliser lorsque l'on a quelque chose d'important à demander à quelqu'un. Alors, ça peut être à une personne d'ailleurs avec qui on s'entend très bien, mais ça peut être aussi avec une personne avec qui on ne s'entend pas du tout. Et moi, je me souviens avoir aidé une dame, par exemple, qui avait un petit garçon de 9 ans, et le couple était séparé, et le petit garçon voulait voir son papa, il en avait besoin, mais son papa ne pouvait pas recevoir son petit garçon parce qu'il était avec une nouvelle compagne qui ne le supportait pas. On a donc utilisé, et à chaque fois évidemment que ma stagiaire et son ex-mari rentraient en communication, c'était pour se disputer à propos de ce petit garçon. Eh bien, on a fait les positions de perception, et figurez-vous que 8-10 jours après, elle m'envoyait un mail en disant « ça y est, mon petit garçon de 9 ans est heureux parce qu'il peut voir son papa ». Vous n'imaginez pas la joie que j'ai pu avoir en imaginant ce petit garçon heureux. Voilà, c'est des belles choses que l'on peut faire avec la PNL. C'est pour ça que la PNL est souvent méconnue. On parle souvent de la PNL utilisée à des fins particulières comme la vente, etc. C'est vrai que c'est efficace pour la vente, c'est efficace au travail, c'est efficace pour le management, mais c'est aussi efficace pour aider les gens dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est une belle technique. Vous savez qu'au départ, la PNL, c'était une technique de psychologie brève en fait, et puis aujourd'hui ça a réussi à conquérir tous les domaines, que ce soit le domaine de l'éducation, de la santé, de l'entreprise, du coaching, etc. Donc aujourd'hui la PNL est vraiment une discipline en grand essor. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur la communication. Je suis bref parce que c'est encore une fois c'est le contexte qui m'y prête. Et maintenant, je voudrais parler du changement. Alors tout d'abord, le changement, je vous l'ai dit, depuis que l'humanité existe, ça n'est jamais arrivé qu'on change aussi vite, aussi rapidement. Regardez où nous en étions il y a seulement 15 ans, voilà, et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Et vous allez voir, avec le développement de l'intelligence artificielle, avec le développement ce qu'on appelle les technologies NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information et les technologies cognitives qui aujourd'hui sont reliées et qui s'amplifient les unes avec les autres. Et vous savez, par exemple, pour un domaine qui m'intéresse, qui est le microbiote, que nous avons beaucoup de bactéries aérobies dans notre intestin, mais nous avons également des bactéries anaérobies dont nous ne soupçonnions pas l'existence. Voilà. Et c'est grâce au séquençage à haut débit, en fait, que maintenant nous sommes en train de faire un catalogue de l'ensemble des bactéries. Et bientôt, nous aurons des
petits appareils biométriques qui permettront de dire exactement quel est notre état de santé, quels sont nos risques de maladie, le risque de cancer, etc. Tout ça est en train de venir. Ça, c'est le côté positif. Il y a peut-être des côtés négatifs, mais comme je suis un éternel positif, je vous en parlerai pas maintenant ou plus tard. On fera peut-être un webinaire sur les technologies NBIC. Donc, en tout cas, nous changeons à une allure absolument phénoménale. Le monde dans 10 ans, le monde dans 15 ans n'aura rien à voir avec le monde d'aujourd'hui et nous devons nous y préparer. Alors, de quoi avons-nous besoin pour changer ? J'ai quand même oublié de dire que nous changeons, que nous le voulions ou pas. Ça, c'est depuis la naissance jusqu'à la fin de notre vie, nous allons changer. Voilà. Alors, tant qu'à changer, autant que ce soit en bien. Voilà. Et autant que ce soit un changement bien vécu. C'est ça que j'ai envie de faire, c'est d'aider les gens à trouver leur propre chemin pour être heureux dans une vie qui est en plein mouvement, en quelque sorte. Alors, de quoi avons-nous besoin pour changer? D'abord, nous avons besoin de savoir ce qu'il faut changer. Voilà. Si j'ai un problème quelconque, par exemple, ou si je sais pas, je fais un métier dans lequel je suis beaucoup moins performant que dans le passé, si on ne me fait pas de retour, si je ne prends pas conscience de ça, eh bien, il est possible qu'à un moment donné, je l'apprenne brutalement. Donc, la prise de conscience de ce qu'il faut changer est absolument nécessaire. Mais ce n'est pas parce que je sais ce qu'il faut changer que je peux le faire. Il va falloir avoir envie de changer. Il y a plein de gens qui disent « moi, j'aimerais bien perdre du poids, j'aimerais bien ceci, faire du sport, etc., m'occuper plus de mes enfants ou alors avoir changé de métier, etc. » Mais bon, peut-être que le niveau de motivation n'est pas suffisamment élevé pour qu'ils mettent en mouvement les forces intérieures qui leur permettent d'atteindre leur objectif. Donc la motivation, elle est au cœur du changement. Et là, je dois dire que c'est en quelque sorte, si j'avais une spécialité, ça serait bien celle-là, parce que d'abord, moi, je suis personnellement quelqu'un d'hyper motivé. J'aime tellement le changement, j'aime tellement ma vie, j'aime tellement enseigner, j'aime tellement apprendre des choses nouvelles que je suis en continuel changement. Des fois, je plaisante avec mes stagiaires en leur disant je vais prendre ma retraite, et puis je laisse un petit silence, puis je leur dis dans 30 ans, voilà, ce qui me mettra à presque un siècle. Et c'est vrai, j'ai bien l'intention de travailler tellement la vie me passionne. Donc, si vous avez de la motivation, si vous avez de l'envie, ben vous avez fait un bon chemin, quoi, en fait, hein, mais c'est pas encore suffisant. De quoi avons-nous besoin? Ben, nous avons besoin de compétences. Parce que si je veux construire une table, par exemple, et que je suis très motivé pour le faire, mais que je n'ai pas la compétence pour le faire, comment est-ce que je peux construire cette table? Voilà. Donc, j'ai besoin de compétences. Et c'est là que nous intervenons en vous donnant beaucoup d'outils, en fait. Hein, et on ne se contente pas de vous en donner, on vous apprend à les utiliser. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, nous avons besoin de compétences, nous avons besoin de motivation, nous avons besoin de tout ça. Mais maintenant, ce dont nous avons besoin également, c'est de savoir ce que nous voulons. Voilà. Et donc, il faut, plus vous savez clairement ce que vous voulez, eh bien, plus vous pouvez mettre d'énergie dans le système. Alors, comme l'on dit souvent, si on ne sait pas où on veut aller, tous les chemins sont bons ou aucun ne l'est, quoi. Donc, en fait, il faut apprendre à clarifier ses objectifs ou clarifier ses projets. Et pour ça, nous avons des techniques fabuleuses, comme la détermination d'objectifs, où nous allons poser 6 questions les unes après les autres, tout en sachant que vous ne pouvez pas poser une question si vous n'avez pas répondu à la question précédente. Donc, c'est vraiment une suite logique de questions. Et je vous assure qu'à la fin de ces 6 questions, on y voit plus clair. Par exemple, la plus simple, c'est la première évidemment que l'on va poser, c'est « que veux-tu » ? Ben oui, parce que si la personne ne sait pas ce qu'elle veut, comment peut-elle atteindre quelque chose? Alors vous allez me dire, oui, mais bon, c'est le b.a.-ba, ça c'est facile, tout le monde sait ce qu'il veut. Bon, non, pas si sûr. Souvent, les gens, ils savent très bien ce qu'ils ne veulent plus.
Voilà. Et ils vous diront, si vous leur posez la question, que veux-tu? Ils vous diront, moi, ce que je veux, c'est ne plus habiter Paris. Oui, mais pas Paris, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est tellement de choses. Donc, il faut être capable de se faire une représentation mentale, en fait, de ce que l'on veut. Alors, il y a 5 autres questions, il y a aussi des critères. Encore une fois, je n'ai pas suffisamment de temps pour développer tout ça. Ça, c'est vu très rapidement puisque c'est vu à la fin du 2e jour. On commence à la fin du 2e jour de la formation technicien, c'est-à-dire en tout début de formation, on commence en fait à apprendre la détermination d'objectifs. Après, vous avez d'autres, parfois, ce que vous voulez, pardon, c'est beaucoup plus complexe qu'un simple objectif comme d'acheter une voiture, faire 2 heures de sport ou perdre 2, 3 ou 4 kilos. Ça peut être d'avoir un projet comme d'ouvrir un restaurant, de s'installer à son compte ou de changer de région. Enfin bon, là, c'est le plus important. À ce moment-là, nous avons une autre technique de clarification. Cette autre technique de clarification, ce sont les niveaux logiques de l'adaptation et du changement. Alors là, ce ne sont plus 6 questions, mais 6 niveaux de questions. Les premières questions, premier niveau de questions, vont avoir à voir avec l'environnement, où, quand, avec qui, quoi. Voilà, c'est tout simple. Le deuxième niveau de question, c'est que faites-vous? Je suis architecte, mais est-ce que je suis l'architecte qui fait les plans ou est-ce que je suis l'architecte qui s'occupe aussi de la comptabilité, qui s'occupe aussi d'aller voir les clients, donc qui démarche par exemple au niveau commercial, etc. Donc, que faites-vous exactement dans votre métier? Troisième niveau, je vais vite, c'est les compétences. Est-ce que vous avez les compétences pour faire cela? Parce que peut-être que vous êtes un bon architecte, mais que vous n'avez pas de compétences commerciales pour proposer les projets, par exemple. Donc, à ce moment-là, on posera la question, quelles sont les compétences à acquérir? Ensuite, quelles sont vos valeurs? Valeurs, évidemment, dans le cadre d'un projet qui ont à voir avec ce projet. Voilà. Et puis, quelles sont les croyances? On définira les croyances comme des opinions que l'on a sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. Et puis, ensuite, on parlera d'identité, c'est-à-dire ce que vous faites, est-ce que ça a du sens par rapport à ce que ça vous, par rapport à ce que vous êtes. Alors, par exemple, je pourrais très bien décider, je sais pas, de prendre une entreprise de transport, par exemple. De gérer une entreprise de transport, pourquoi pas? Je peux apprendre, je suis capable d'apprendre. Oui, mais ça me correspond pas. C'est-à-dire, je serais pas heureux là-dedans. Voilà. Alors que dans mon métier à moi d'enseignant en PNL, je suis heureux parce que je fais quelque chose qui me correspond. Voilà. Et puis le dernier étage, ça va être l'étage majeur. C'est là où se trouve la motivation. C'est quel est mon idéal, quelle est la vision de ce projet, quel est mon rêve en fait. C'est Einstein qui disait toute réalisation a d'abord été un rêve dans l'esprit de quelqu'un et à l'évidence, votre vie, vous devez d'abord la rêver, pas seulement votre vie, mais les différents projets qui sont à l'intérieur, vous devez les rêver pour pouvoir les réaliser. Voilà, donc ça, ce sont les questions de clarification. Mais après, vous avez un nombre considérable d'outils pour pouvoir modifier ses émotions, pour pouvoir modifier des croyances limitantes. Si par exemple, j'entends par croyances limitantes, évidemment, c'est pas le domaine des croyances religieuses, syndicales, politiques, etc. Ça, c'est intéressant, mais c'est un autre domaine que le mien. Non, les croyances que vous avez sur vous-même, les autres et le monde, par exemple, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable d'acquérir les compétences, etc. Et est-ce que c'est réalisable? Enfin, plein de croyances. Voilà, on a vraiment beaucoup de techniques qui permettent d'avoir des croyances que nous appelons aidantes. Alors, vous avez 2 types de croyances, en quelque sorte. Des croyances limitantes, c'est quelque chose qui vous ralentit ou qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Et puis, vous avez les croyances aidantes, c'est celles qui vous boostent, celles qui vous font avancer, celles qui vous donnent de l'aisance dans ce que vous faites, etc. Donc, on travaille sur les croyances, sur les valeurs. On a plein de choses, d'exercices pour modifier ça. On a des techniques comme les stratégies de succès, par exemple, qui permettent de comprendre comment chacun d'entre nous avons chacun notre technique, comment chacun d'entre nous s'y prend pour réussir. Et on fait un modèle, en fait, mais c'est un modèle de réussite qui n'est pas généralisable à tout le monde, mais c'est votre modèle à vous
de réussite. Et une fois que vous connaissez votre propre modèle, il vous suffit tout simplement de l'appliquer à vous-même. Voilà. Donc, vraiment, je ne sais pas combien de techniques que nous avons à notre disposition, mais c'est vraiment considérable. Voilà. Et comme le temps avance par rapport à ce webinaire, je vais vous parler maintenant d'émotions. Alors, les émotions, ça joue un rôle très, très important dans la motivation. Si vous avez comme émotion, par exemple, le plaisir, l'envie, la passion même, eh bien, c'est vrai que dans l'équation de votre motivation, ça va vous booster. Voilà, ça va vous faire avancer. Tous les gens qui ont réussi des choses importantes, comme Michel-Ange, lorsqu'il a peint la chapelle Sixtine, d'abord il avait la croyance qu'il était capable d'y arriver, et puis ensuite il était passionné par ce qu'il faisait. Et c'est ça qui l'a mis en mouvement. Tous les inventeurs, tous les gens qui font des choses, si vous créez une entreprise et que vous êtes passionné par la création de votre entreprise et par ce que vous faites, eh bien vous allez tout simplement vous augmenter, peut-être pas réussir, mais vous allez augmenter de façon considérable en fait votre possibilité de réussir. Par contre, si vous avez du stress, si vous avez la peur d'échouer, si vous avez honte de certaines choses, si vous ressentez des émotions, toutes ces émotions qui nous limitent en fait, eh bien ça va vous ralentir. Ça peut même vous freiner et même vous pouvez décider de fuir votre projet par peur d'échouer, par peur de ce que vont dire les autres, etc. Donc les émotions, c'est la clé de voûte du système. Moi, je pense que si l'être humain en est là où il en est aujourd'hui, ça n'est pas dû à son intelligence. Alors, je pense que son intelligence, elle est très grande et qu'il a développé cette intelligence, mais c'est surtout au niveau émotionnel que ça se passe. Pour faire des choses, il faut avoir des émotions qui nous portent, qui nous transportent et qui nous emmènent en fait bien loin. Alors, nous avons plein de techniques pour apprendre à mettre une bonne émotion dans un contexte. Alors, une émotion n'est jamais bonne ou mauvaise en elle-même, ça dépend du contexte. Si je vous prends un exemple tout simple et que je vous parle, par exemple, de la peur. Voilà. On pourrait dire la peur, c'est pas une bonne émotion. Ça dépend. Si la peur, c'est la peur de l'avion et que je dois monter dans un avion, c'est vrai que c'est pas une bonne émotion, quoi, en fait. Mais si la peur, c'est vers un chien dangereux, là, c'est une bonne émotion. Voilà. Il y a des enfants, vous savez, qui ont de gros problèmes parce qu'ils n'ont pas peur d'un chien. On leur a dit que c'était gentil et donc ils vont jouer avec, ils vont lui tirer les oreilles et ils vont se faire mordre. C'est très, malheureusement, ça fait partie des accidents entre guillemets domestiques fréquents, tout simplement parce que ils n'ont pas peur du chien et ils ne se protègent pas. Il y a des tas de choses comme ça. Si vous êtes dans la savane, n'avez pas peur d'un lion, vous allez avoir des soucis, quoi. Et si vous n'avez pas peur de vous faire écraser, eh bien vous allez traverser dans la rue n'importe quand. Donc la peur peut être une bonne émotion ou une mauvaise en fonction du contexte. Et de toute façon, en PNL, on en est toujours là, en fait. On se dit toujours quelle est la bonne croyance dans ce contexte-là, quelle est la bonne émotion dans ce contexte-là, quel est le bon comportement dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'on contextualise toujours, en fait, ce que nous faisons et ce que nous disons. Alors, de nombreux exercices qui sont liés très souvent à l'observation des gens qui savent gérer leurs émotions. Ça, c'était au départ. On a observé des acteurs, des comédiens, etc., des gens qui savaient bien gérer les émotions et qui étaient capables de passer d'une émotion de joie à une émotion de tristesse, comme ça, presque en un claquement de doigts. On a regardé comment ils faisaient et je peux vous dire que maintenant, nous avons à l'inverse beaucoup de comédiens qui viennent chez nous pour voir comment ils peuvent apprendre à gérer les émotions négatives, c'est-à-dire le stress qui parfois les paralyse ou leur donne des trous de mémoire. Là aussi, c'est valable pour évidemment les comédiens, les acteurs, mais c'est aussi valable pour les étudiants. Vous avez des étudiants qui ont plein de connaissances, puis ils sont tellement stressés qu'ils ont le trou noir, la page blanche, ils n'ont plus accès à leurs connaissances parce qu'ils sont en situation de stress. Donc voilà, vous apprendrez à gérer donc vos émotions à travers de très nombreux exercices. Et on peut dire, pour faire simple, comme c'est tellement important, que le tiers à peu près du technicien PNL est consacré à la gestion des émotions. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que
que les émotions. Il y a aussi les émotions qui nous concernent, par exemple, parce qu'on a des conflits internes. Donc, il y a beaucoup d'exercices de gestion des conflits internes. On appelle ça le modèle des parties. On va apprendre, vous savez, lorsque vous êtes hésitant entre deux choses, à tel point que si vous faites l'une, vous regrettez de ne pas avoir fait l'autre, et si vous faites l'autre, vous regrettez de ne pas faire l'une. Alors, des fois, on dit de certaines personnes qui sont coincées dans cette dualité qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne sont jamais satisfaits. Oui, parce qu'ils ont des conflits internes qui génèrent des émotions négatives. Évidemment, on va apprendre à gérer ces conflits internes. Même, on va apprendre aussi à gérer les conflits avec les autres, évidemment, mais à gérer aussi ses propres conflits à l'intérieur de soi au travers d'un modèle que je trouve merveilleux, qui est le modèle des parties. Voilà, donc ça c'était pour les émotions. C'est un gros travail sur soi aussi, et puis c'est un gros travail aussi pour aider les gens à gérer leurs émotions lorsque vous parlez avec quelqu'un qui est énervé, etc. Comment faire pour calmer les choses et que ça se passe bien. Il y a des techniques pour ça. Et puis je terminerai par le dernier point dont je vous ai parlé, c'est le développement de soi. Je vous avais dit, premier point c'était la relation, deuxième point c'était le changement, troisième point c'était les émotions et maintenant le développement de soi. Et oui, je vous l'ai dit en début, nous vivons un changement important et nous sommes soumis à des stress considérables. On le voit bien maintenant, c'est le stress, les agressions, je ne parle pas des agressions physiques, là c'est terrible, mais des agressions verbales, ce qu'on appelle aujourd'hui les incivilités, parce qu'on a un langage soft. Ça peut être au travail, ça peut être les incivilités, les difficultés relationnelles, ça peut être à la maison, etc. Des fois, on les génère parce qu'on est fatigué, on est énervé, on répond mal, etc. Et donc, ce qui est important, c'est d'apprendre en fait à se fortifier et à se fortifier de l'intérieur. Voilà. Et alors, on va avoir tout un ensemble de choses qui vont nous permettre de nous fortifier de l'intérieur. Alors, par exemple, de quoi avons-nous besoin pour nous fortifier de l'intérieur ? Eh bien, nous avons besoin, par exemple, d'amour. Voilà, nous avons besoin de nous sentir aimés. Voilà, tout simplement. La relation humaine, je vous l'ai dit, elle est au cœur de notre vie et donc pour être heureux, on a besoin de se sentir aimé. Un bébé va se développer parce qu'il sent de l'amour autour de lui. Il le sent parce qu'on le lui dit, mais il ne comprend pas ce que l'on dit, mais il le sent à notre façon de le tenir contre nous, aux bisous affectueux que nous lui faisons, il sent de l'amour. Et ça, cet amour-là, ce sont des marques d'attention qui sont inconditionnelles. Voilà, le bébé, il n'a rien à faire pour être aimé. Voilà. Et si le bébé est aimé, et puis l'enfant, etc., eh bien, il se développera mieux. Eh bien, on est pareil. Si on se sent aimé, si on se sent aussi apprécié, etc., eh bien, on est heureux. Nous avons besoin de ça. Ce sont nos sels minéraux, en fait, un petit peu comme une plante, pour se développer. Elle a besoin d'eau, bien sûr, mais elle a besoin aussi de sels minéraux, elle a besoin de lumière pour se développer, elle a besoin de tout ça. Eh bien, vous avez besoin d'amour pour vous développer et cet amour est inconditionnel. Si vous ne donnez pas tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'eau, les sels minéraux et la lumière à une rose, elle va se flétrir. Ce sera toujours une rose, remarquez, mais elle va se flétrir. Si vous lui donnez tout ça, elle va s'épanouir. C'est pareil pour un être humain. Remarquez bien que quoi que vous fassiez à la rose, vous ne la transformerez jamais en tulipe. Donc, vous serez toujours vous-même. Mais vous avez plusieurs versions de vous-même et vous avez des versions de vous-même qui sont plus épanouies que d'autres. Voilà. Et c'est pour ça que je dis aussi que j'enseigne le bonheur. J'enseigne la joie, en quelque sorte, au travers de tout ce que je viens de vous dire. Et rien ne me rend plus heureux que de voir quelqu'un heureux. Voilà, tout simplement. Alors ça, ce sont les marques d'attention. Elles peuvent être positives, c'est l'amour. Elles peuvent être négatives, c'est le désamour. C'est pas terrible ça, quand même, quand on n'a pas d'amour, lorsqu'on est détesté, etc. Remarquez bien que c'est quand même, on le dit, il y a une limite quand même, mais il vaut mieux avoir de l'amour ou du désamour plutôt que rien du tout. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas reconnu, comme si vous n'existiez pas, à ce moment-là, on sait que dans le cerveau, des enfants, par exemple, qui ont été abandonnés dans des orphelinats où on ne s'occupe pas d'eux et autres, eh bien, on sait qu'il y a beaucoup moins de synapses dans leur cerveau et que leur cerveau se développe beaucoup moins bien que s'il y a de l'amour.
voire même du désamour malheureusement, mais le mieux, évidemment, c'est l'amour. Voilà, donc donner de l'amour pour en recevoir. Après, vous avez une autre catégorie de marques d'attention qui sont importantes, ce sont les marques d'attention conditionnelles, c'est-à-dire vous faites quelque chose de bien et on vous le dit. Par exemple, je ne sais pas, vous faites un bon repas et puis on va vous dire « Waouh, c'est bon ce que tu as fait ». Ça, c'est une marque d'attention conditionnelle parce que vous avez fait quelque chose en fait pour avoir ce compliment en quelque sorte. Remarquez bien que parfois, on ne vous le donne pas, le compliment, même si vous avez bien cuisiné. Et à ce moment-là, moi, je vous invite à aller chercher le compliment. Et à dire à la personne, alors, parce que vous pouvez voir la personne qui est en train de manger, qui semble satisfaite, mais elle ne vous dit rien, eh bien, vous pouvez aller la voir et lui dire, alors, comment tu trouves mon repas? Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de faire, etc. Et la personne va vous dire, c'est délicieux, etc. Donc là, ça vous fait plaisir. Nous avons besoin de recevoir ces marques d'attention. Voilà. Après, nous avons besoin évidemment de plein d'autres choses. Nous avons besoin, par exemple, de développer la fierté de soi. Alors, souvent, c'est confondu avec la vantardise. C'est complètement différent. La vantardise, c'est que lorsque vous externalisez et que vous exagérez, en fait, vos belles réalisations. Voilà, ça, c'est de la vantardise. Non, la fierté de soi, eh bien, c'est quand on est content de ce qu'on a fait, on est fier de soi, on dit, tiens, là, on se le dit à soi-même, j'ai fait un bon travail, on est fier et c'est très important. On s'appuie, en fait, sur ce que nous faisons de bien pour avancer. Donc, la fierté de soi, c'est vraiment très, très, très important. Et puis, si vous avez tout ça, puis encore 2-3 petites choses que je n'ai malheureusement pas le temps d'évoquer, eh bien, vous allez rayonner. Ça va se voir un peu. Ça va se voir au niveau de votre visage, de votre posture, de façon de vous exprimer, parce que quand on est bien, en fait, on est forcément plus bienveillant avec les autres et ils le sentent. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à prouver. En fait, on est heureux, on est content et voilà, vous avez semé une graine importante qui s'appelle le charisme. Voilà, et vous allez arroser régulièrement cette graine en quelque sorte. Et le charisme, c'est pas quelque chose qui se décide comme ça. Tiens, demain matin, je suis charismatique. Non, ça se passe pas comme ça. C'est un chemin à faire, un chemin. Je vous ai dit, il fallait donner de l'amour et en recevoir, donner des marques d'attention conditionnelles, c'est-à-dire faire des compliments. Et puis en recevoir aussi, puis si on ne nous en donne pas, on va la chercher, être fier de soi, mais avec modestie, c'est-à-dire le contraire de la vantardise, etc. Ben, tout ça, ça va vous faire rayonner, ça va faire de vous quelqu'un d'attractif, d'attrayant, parce que les gens vont vous sentir bienveillant et forcément, ils viendront vous voir. Le charisme, au départ, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a très, très longtemps, lorsqu'il y avait des clans, des tribus, etc., il fallait choisir une sorte de guide. On appelait ça parfois un chef, on appelle ça comme on veut, mais disons un guide. Et évidemment, on choisissait un guide qui voulait du bien à tout le monde, voilà, et donc du coup quelqu'un de bienveillant, voilà. Et sa force à lui, ça venait de l'intérieur. La vraie force, ça vient de l'intérieur. Quand vous avez des gens qui sont agressifs, méchants, etc., dites-vous que souvent c'est parce qu'ils ont souffert, voilà, et qu'ils externalisent leur souffrance, etc. Et ils ont parfois tellement souffert qu'ils font de l'agressivité une protection en quelque sorte. Lorsque l'on est bien à l'intérieur, on n'a pas besoin d'être agressif avec les gens, on a besoin juste d'être bienveillant. Pour moi, la vraie personne charismatique, c'est une personne attentionnée, bienveillante, avec laquelle on se sent en sécurité, voilà, avec qui on peut aller parler, parce qu'on sait qu'on ne sera pas jugé, condamné, etc. Donc voilà le 4e point que vous allez acquérir au fil de la formation, donc la relation, le changement, les émotions, et puis le charisme, et appelons ça le développement de soi. Donc c'est un immense programme. Alors évidemment, on n'est pas obligé de faire tout, ça dépend de votre objectif justement et de votre projet, si vous voulez devenir coach ou si vous voulez tout simplement devenir meilleur dans la vie, enfin être plus heureux dans la vie, être plus heureux en famille parce que vous avez peut-être une communication dysfonctionnelle ou au travail parce que vous avez à gérer des difficultés ou vous êtes manager, enfin il y a 1000 raisons.
parfois, nous avons des personnes qui viennent uniquement pour faire le technicien, parce qu'il est tellement riche ce technicien qu'elles se satisfont de ça. Remarquez bien que parfois, on les revoit quelques années après pour faire le praticien, parce que le praticien, il est très riche également. Alors le technicien, c'est 9 jours. Le praticien, c'est 12 jours, donc c'est quand même copieux, surtout que les bases, on les connaît, hein, donc du coup, on avance fort. Et puis le maître praticien, alors là, c'est 21 jours. 21 jours de formation, plus 9 jours de stage. Alors là, vous avez des personnes qui arrivent à un très haut niveau. Le maître praticien, là, on peut se dire qu'on est un PNListe confirmé et qu'on est capable de gérer beaucoup de situations difficiles. Mais encore une fois, allez-y doucement, si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, allez-y doucement, et puis vous verrez au fur et à mesure, et je peux vous dire que des fois il m'arrive de revoir des stagiaires en me disant « tu ne te souviens peut-être pas de moi parce que ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu ». Je dis si, je me souviens de toi puisque je me souviens de tout le monde, j'ai une très bonne mémoire visuelle et puis la mémoire visuelle, elle est là parce qu'on a de très bonnes relations avec tout le monde. Vous savez, notre centre, si vous allez voir sur Google, vous allez voir, nous avons une note de 4,8, mais ce n'est pas 4,8 avec 20 ou 23 personnes qui seraient les copains qui sont venus mettre des notes, non, c'est avec 200, quelque chose comme ça. Nous avons aussi des avis écrits, parce que bon, sinon, ça peut se fabriquer à la main sur l'ordinateur. Et puis, nous avons aussi des vidéos où les gens vous diront en fait ce qu'ils pensent de notre centre. Donc, allez voir les avis. Vous allez voir que notre centre est un centre où on se sent bien. Ça aussi, c'est important. On apprend bien, on apprend mieux lorsqu'on se sent bien. Il faut que vous vous sentiez à l'aise. Voilà. Donc, et puis, le plaisir d'être ensemble aussi, d'échanger, parce que tout le monde est bienveillant. C'est pour ça que moi, j'ai un slogan qui maintenant est devenu celui du centre, pour le plaisir d'apprendre et d'avancer ensemble. Et le mot ensemble en lettres majuscules, évidemment. Évidemment que moi, je suis passionné de savoir et de connaissances. J'aurais pu apprendre tout ça et rester dans un bureau, mais non, j'ai vraiment envie d'apprendre des choses nouvelles et d'aller les donner tout de suite à beaucoup de gens. Donc, j'espère que vous aurez appris des choses dans ce webinaire. Si vous l'avez pris en cours de route, parce que c'est quand même un petit peu plus long qu'une simple vidéo YouTube d'1 ou 2 minutes, eh bien vous pouvez le regarder en plusieurs fois. Si vous avez envie de le faire connaître, vous me feriez plaisir, évidemment, puisque je suis toujours très heureux de voir des stagiaires arriver parce qu'ils sont envoyés par quelqu'un, etc. Eh bien, vous pouvez tout simplement copier le lien et puis l'envoyer par mail, par WhatsApp, par SMS. Vous pouvez liker aussi, c'est toujours plaisant de voir que ce que l'on a dit a été apprécié par les gens. Et puis, souvenez-vous du site internet france-pnl.com. Alors, on a aussi l'hypnose. Alors, vous avez aussi un webinaire sur l'hypnose que j'ai fait. Et vous pouvez appeler le secrétariat. Et puis, vous pouvez venir nous voir. Venez à l'improviste, ne prévenez pas. On n'est pas le dimanche parce que souvent on fait des cours le dimanche, mais il n'y a pas forcément de secrétariat. Mais venez, vous allez voir nos stagiaires qui sont en exercice et peut-être que vous les verrez en pause. Et à ce moment-là, vous pourrez aller prendre un café avec les uns et les autres. Ça, c'est la meilleure façon de connaître un centre, c'est de discuter avec les stagiaires en prenant un café ou autre chose, un thé ou un jus de ce que vous voulez. Voilà, donc venez nous voir. On sera très, très heureux de vous retrouver, voilà. Et puis, voilà, moi, j'ai envie de continuer à vous parler, mais il faut que je m'arrête. Donc, je vous souhaite une très, très belle journée. Profitez de la vie, soyez heureux. Le bonheur, c'est pas si facile, mais ça mérite vraiment qu'on s'y mette, pour profiter de l'existence. Voilà, à très, très bientôt. Bye bye.